On va donc passer au dossier 4, ou comment prendre en charge un sujet âgé aux urgences qui présente plusieurs problèmes. Alors, vous recevez au SAU, amené par les pompiers, Monsieur G, 87 ans. Il a été retrouvé à terre par sa gardienne, qui s'inquiétait de ne pas l'avoir vu sortir depuis 2 jours. Vous comprenez qu'il a chuté en glissant sur son tapis, encore une fois le tapis, et qu'il est resté à terre pendant 24 heures environ, n'ayant pas pu se relever ni atteindre le téléphone. À l'arrivée, vous avez beaucoup de mal à l'interroger devant une hypoacousie franche et une cécité importante, les pompiers n'ayant pas amené son appareil auditif ni ses lunettes. Le patient arrive avec une ordonnance de son médecin généraliste contenant du paracétamol, du Voltaren et du Mopral. À l'examen clinique, vous retrouvez une température à 37,8, un pouls à 95 par minute, une tension artérielle à 10,4, un poids à 63 kg. Vous retrouvez de plus des crépitants en basse gauche, des bruits du cœur réguliers et un souffle systolique au foyer mitral, pas de signe d'insuffisance cardiaque droite ou gauche, pas de signe de thrombose veineuse profonde des membres inférieurs, pas de déformation des membres inférieurs, un pli cutané persistant, pas de signe neurologique de localisation. Sur les premiers résultats biologiques, vous retrouvez une hémoglobine à 7,3 g par décilitre, 15 000 blancs, une CRP à 154, un VGM à 90, une hématocrite à 55%, une natrémie à 155, une calémie à 5,9, une albuminémie à 30 g par litre, une calcémie à 2,12 mmol par litre, des CPK à 2056, une créate à 155 et une BU négative. Le patient étant déjà passé par les urgences pour une chute sans gravité il y a 1 mois, vous retrouvez dans les archives un bilan biologique, une hémoglobine à 13, une hématocrite à 33 et une créate à 72 micromol par litre. Comment communiquer avec le patient aux urgences sur 5 points. Quelles sont les sources que vous allez utiliser pour avoir plus de renseignements sur 5 points. Comment qualifier sa fonction rénale sur 10 points. Quelles étiologies évoquez-vous pour ces troubles de la fonction rénale sur 10 points. Que demandez-vous comme examen d'imagerie en urgence et dans quel but sur 10 points. Interprétez la radio de thorax sur 10 points. La radio de thorax. Quel diagnostic évoquez-vous alors pour le patient? Quelle est votre prise en charge thérapeutique sur 20? Comment envisagez-vous la surveillance ultérieure sur 10? Et question 10, malgré une prise en charge adaptée et l'évolution favorable de tous ces troubles, le patient éprouve de grandes difficultés à reprendre la marche, il présente une nette tendance à la rétropulsion et exprime une anxiété majeure lors de la mise en position debout. Qu'évoquez-vous comme diagnostic et comment le prendre en charge sur 10 points? Donc on va passer à la correction. Donc question 1, comment communiquer avec le patient aux urgences? Donc même en dehors de troubles cognitifs, ça peut être très difficile de communiquer avec les sujets âgés, surtout quand ils sont sourds et quand ils voient plus grand-chose. Donc comment faire? Essayez de se mettre au calme dans un box éclairé, se placer en face du patient, bien articulé, il faut éviter de crier, parler avec une voix grave, comme on a vu la presbyacousie, c'est surtout sur les fréquences aiguës, essayez de faire des phrases simples. Éventuellement, s'il était capable de voir, vous pourriez utiliser les cris, mais là, c'est pas possible. Alors, quelles sont les sources que vous allez utiliser pour avoir plus de renseignements? Donc, vous pouvez utiliser la fiche de transport des pompiers où il peut y avoir certains antécédents du patient, voir les médicaments qu'il prend et les circonstances de leur rappel. Vous pouvez avoir des informations en faisant le point sur les ordonnances du patient. Là, les ordonnances qu'il avait, ça nous montrait qu'il avait sans doute un problème rhumatologique qui le faisait souffrir avec le paracétamol et les anti-inflammatoires. Vous pouvez récupérer les comptes rendus hospitaliers ou appeler les services où le patient est déjà passé.
surtout, et le plus important, c'est la famille et le médecin traitant. Donc il faut essayer de les joindre le plus rapidement possible pour avoir des informations sur le patient. Éventuellement le carnet de santé, mais bon, il y a très peu de patients qui ont leur carnet de santé à jour. Et puis aussi, vous pouvez essayer de joindre sa concierge, donc la personne qui a déclenché l'appel aux pompiers, pour savoir ce qui a motivé son appel et ce qu'elle pense du patient habituellement. Alors, comment qualifier sa fonction rénale ? C'était sur 10 points, donc on est bien d'accord que c'était une insuffisance rénale aiguë. Aiguë pour plusieurs raisons. Élévation de la créate inférieure à 6 mois, je vous ai mis une créate normale un mois auparavant. Il n'y avait pas d'anémie. La calcémie était basse, mais la calcémie corrigée est normale. Donc la formule de la calcémie corrigée, c'est la calcémie mesurée plus 40 moins l'albumine, le tout divisé par 40, et là ça faisait 2,37, ce qui est tout à fait normal. Quand vous avez une calcémie, surtout chez le sujet âgé, il faut toujours la corriger avec l'albumine. Parce que comme on a vu, les petits vieux sont très souvent dénutris, et la dénutrition, ça donne des hypocalcémies mesurées, mais en corrigées, elles sont la plupart du temps normales. Alors, la clairance de ce monsieur, elle a été calculée à 21,6 ml par minute. On est donc dans le cadre d'une insuffisance rénale aiguë. Quelles étiologies évoquez-vous pour ces troubles de la fonction rénale ? Donc, on est dans le cadre d'une insuffisance rénale aiguë chez le sujet âgé. Il faut évoquer, avant tout, une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle sur une déshydratation. C'est quand même le plus probable. Il faut éliminer à chaque fois une étiologie obstructive. Lui, pourquoi pas sur un fécalome. On est chez le sujet âgé, on a vu que le fécalome c'était fréquent et que ça pouvait donner des syndromes obstructifs. Après, vous avez les causes tubulaires, en particulier la nécrose tubulaire aiguë. Il aurait deux raisons de faire une nécrose tubulaire aiguë. L'ischémie tubulaire suite à la déshydratation, ou une nécrose tubulaire aiguë pigmentaire suite à sa rhabdomyolyse. Il avait les CPK très augmentés, il est resté au sol probablement pendant 2 jours. Il a donc lysé ses cellules musculaires et les pigments des cellules musculaires sont très toxiques pour les tubules et ça peut donner des nécroses tubulaires aiguës. Alors, que demandez-vous comme examen d'imagerie en urgence et dans quel but ? On a vu qu'on était dans le cadre d'une insuffisance rénale aiguë et qu'il fallait éliminer une cause obstructive, et ça, c'est sur l'échographie rénale. Donc, éliminer une obstruction. Il y aurait une obstruction s'il y avait une dilatation des cavités pyélocalicielles. Et puis l'écho, ça peut aussi vous donner une idée de la taille des reins. Des reins de petite taille, c'est la plupart du temps une insuffisance rénale chronique. Après, vous devez demander une radio de thorax. Quand vous reprenez l'énoncé qui était très très long, il y avait beaucoup de choses. C'est un monsieur qui est tombé donc il y a 2 jours, qui a décrépitant en base gauche, qui est subfébrile. Il faut rechercher une pneumopathie. Donc les examens que vous demandez sont normaux en dehors de la radio de thorax. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas d'obstruction. Interprétez cette radio de thorax. Alors la radio de thorax. Donc vous voyez ici très clairement un foyer d'opacité alvéolaire de la base droite. Avec là un début de bronchogramme aérien. Donc la radio de thorax, c'était une radio de thorax de face debout en inspiration, vous commencez à décrire ce que vous voyez, avec un syndrome alvéolaire de la base droite, c'est-à-dire des opacités floues, confluentes de tonalité hydrique, avec un bronchogramme aérien.
Il n'y a pas que ça à analyser sur la radio de thorax. Il y a aussi l'index cardiothoracique qui a été normal. Vous pouvez aussi analyser les côtes. Là, il n'y avait pas de fracture de côte visible. Le médiastin était normal. Il n'y avait pas d'épanchement pleural. Donc, devant tout ça, en faisant le bilan, vous êtes très probablement devant une pneumopathie de la base droite sur une probable inhalation. Donc les inhalations, c'est des contextes de fausses routes sur des troubles de la déglutition ou des chutes. Je vous rappelle que l'arbre bronchique, il fait plutôt comme ça, qu'à droite, si vous faites une fausse route, ça va tomber directement dans votre base droite plutôt qu'à gauche. Anatomiquement, ça va plutôt à droite. Donc, quel diagnostic évoquez-vous alors pour le patient? Donc, il y avait plein de choses. C'est un monsieur qui a fait une chute mécanique, hein, très clairement, il a été capable de vous la décrire. Il a une rhabdomyolyse, c'est-à-dire qu'il a lysé ses cellules musculaires sur la position allongée, prolongée. Il a une déshydratation intra- et extracellulaire. Qu'est-ce qui me fait dire ça? La déshydratation extracellulaire. Donc, c'est l'hématocrite augmenté, l'hémoglobine augmentée et le pli cutané. Dans l'énoncé, je vous donne une hémoglobine à 16 et une hématocrite à 55, alors qu'un mois avant, en situation normale, il avait une hémoglobine à 13 et une hématocrite à 33. La déshydratation intracellulaire, ça c'est reflété par l'hypernatrémie. Il y avait aussi comme diagnostic l'insuffisance rénale aiguë compliquée, l'hypercalémie, il fallait que ça apparaisse dans vos diagnostics, et la pneumopathie d'inhalation de la base droite. Donc, quelle est votre prise en charge thérapeutique? Il y a donc beaucoup de choses à faire. Il faut l'hospitaliser en urgence, lui poser une voie, lui mettre de l'oxygène en fonction de la saturation, monitorer pouls, tension, température, saturation. Alors, en petit 1, il faut le réhydrater. Il est à la fois déshydraté en intra et en extracellulaire, c'est donc une réhydratation globale que vous devez faire. Pour ça, vous devez utiliser un soluté globalement hypotonique, donc du G5. Le G5, c'est un soluté hyposmolaire, avec du NaCl, 4 à 6 grammes. Ça va vous permettre de réhydrater en intracellulaire et en extracellulaire avec les apports de sel. Vous pourriez aussi, devant une déshydratation globale, alterner des perfusions de G5 seul et de sérum Phi. Mais chez le sujet âgé, le sérum Phi, on n'aime que très moyennement quand on ne connaît pas leurs antécédents cardiovasculaires, quand on ne sait pas s'ils sont à risque de décompensation cardiaque. Donc on préfère faire du G5 avec 4 à 6 grammes de NaCl. Donc, ce monsieur, il faut le réhydrater pour plusieurs raisons. Il est déshydraté, il a une insuffisance rénale aiguë et il a une rhabdomyolyse. Il faut traiter l'hypercalémie. Et ça passe avant tout par faire un ECG en urgence. Devant tous les troubles de la calémie, il faut faire un ECG. Vous allez commencer par lui donner du kayexalate. Le kayexalate, c'est une résine échangeuse d'ions. Ça a une durée d'action. L'action commence à peu près 2 heures après la prise. Et ça va, un sachet de kayexalate, ça va vous faire diminuer environ 1 point de calémie. Vous utiliserez des traitements de l'hypercalémie d'action rapide comme l'insuline, comme l'alcalinisation, en fonction de l'évolution. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore obligé. Je ne vous dis pas qu'il y a des troubles du rythme. L'hypercalémie n'est pas majeure. Vous ne connaissez pas encore la cause de l'insuffisance rénale aiguë et vous allez sans doute pouvoir la contrôler juste avec le kayexalate. Alors, la pneumopathie d'inhalation. Donc, c'est l'antibiothérapie en urgence, probabiliste, après les prélèvements,
sans en attendre les résultats, secondairement adapté. Si on retrouve un germe, mais très probablement le CBC, ça donnera rien, et les hémocultures, il n'y aura pas de germes qui pousseront. Donc ça va être une antibiothérapie probabiliste. En l'absence d'allergie, et adapté à la clairance, toujours chez le sujet âgé, adapté à la clairance, surtout que lui, il a l'insuffisance rénale. Dans ce cadre-là, de pneumopathie d'inhalation, ce qu'on préconise chez le sujet âgé, c'est de l'augmentin. Et puis vous pouvez commencer par voie intraveineuse et faire un relais Péros à 48 heures. Alors, vous allez devoir prendre en charge les complications de décubitus. Ce monsieur, il va falloir commencer une anticoagulation préventive fonction de la clairance. Donc là, ça va être l'héparine non fractionnée. Encore une fois, il avait moins de 30 de clairance. Et utiliser des supports adaptés. Prévention des décompensations de tare, ça c'est un mot-clé classique qu'il faut caser. Très important, ce monsieur il est sous anti-inflammatoire et sous paracétamol. Il faut arrêter les anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est primordial pour sa fonction rénale. Je vous rappelle que les anti-inflammatoires, ça peut donner des insuffisances rénales. Et à cause de l'infection en cours. Après le paracétamol en systématique, on l'arrête aussi. Et on donne du paracétamol que si température supérieure à 38,5 pour pouvoir surveiller l'évolution de la fièvre sous antibiotiques. Alors, comment envisagez-vous la surveillance ultérieure? Donc sur 10 points, la surveillance, c'est la surveillance de la tolérance et de l'efficacité. Il faut que ça apparaisse dans votre question. Donc clinique, de la pneumopathie, c'était la saturation, les signes fonctionnels respiratoires, donc dyspnée, toux et crachat, l'auscultation et surtout la température. Après, pour ce qui était déshydratation, donc il faut surveiller la conscience, les céphalées, éventuellement des vomissements, la diurèse, le poids. Vous devez surveiller l'ECG pour votre hyperkaliémie, surveiller cliniquement les complications de décubitus qu'on a déjà vues, mais chez lui ça va être surtout l'apparition d'escarres. Après, biologiquement, pour l'insuffisance rénale aiguë, vous allez devoir contrôler son ionosang et sa kalium, bien entendu, sa créate, son urée. Surveiller NFS plaquettes au moins 2 fois par semaine pour les héparines de bas poids moléculaire. Surveillance TP, TCA aussi pour les héparines de bas poids moléculaire. Les CPK pour la rhabdomyolyse et VS CRP pour l'infection. Radiologiquement, vous pourrez faire une radio de thorax de contrôle à distance pour surveiller l'évolution de la pneumopathie. Alors, malgré une prise en charge adaptée et l'évolution favorable de tous ces troubles, le patient éprouve de grandes difficultés à reprendre la marche. Il présente une nette tendance à la rétropulsion et exprime une anxiété majeure lors de la mise en position debout. Qu'évoquez-vous comme diagnostic et comment le prendre en charge? Donc le diagnostic, là, c'est un syndrome post-chute. C'est après une chute chez le sujet âgé, ça peut apparaître. C'est une anxiété secondaire à la marche et à la mise en position debout. Donc c'est des patients qui deviennent très instables, qui sont très anxieux, qui présentent une rétropulsion, comme je vous le disais dans l'énoncé, c'est-à-dire une tendance à basculer en arrière, que ce soit en position debout ou même en position assise, des patients qui sont assis et qui sont en rétropulsion. Ça se prend en charge par de la kinésithérapie intensive et précoce. Parce que la conséquence du syndrome post-chute, c'est la perte d'autonomie, la perte de la marche et la grabatarisation, ça peut aller très vite. C'est aussi la psychomotricité. La psychomotricité, ça a pour but de reprendre pleinement conscience de son corps et des mouvements de son corps. Le soutien psychologique, c'est extrêmement important.
Rechercher une dépression et la traiter, et un traitement anxiolytique si besoin. Voilà, alors le message du cas clinique, c'est que les sujets âgés, quand ils décompensent en cascade et qu'ils vous font plusieurs pathologies en même temps. Que là, ce que je vous ai décrit, c'est vraiment quelque chose de très fréquent, le petit vieux qui chute, qui reste à terre, qui fait sa rhabdomyolyse, qui n'a pas bu, qui n'a pas mangé depuis 2 jours, donc qui est déshydraté, qui fait une pneumopathie d'inhalation sur sa chute. Et il faut prendre en charge tout ça. Ce que je vous conseille, quand vous avez des énoncés longs, comme ça a été le cas ici, c'est de prendre du temps avant de rédiger le cas clinique pour lire le dossier avec votre brouillon et votre stylo à la main, et à chaque fois que vous voyez un item, de mettre les mots-clés qu'il faudrait recaser dans le cas clinique, parce que quand vous avez des énoncés aussi longs que ça, vous perdez plusieurs informations au fur et à mesure de la rédaction de vos questions, et si vous n'avez pas fait ce travail au départ, il y a plein de mots-clés que vous allez oublier à la question 10, mais auxquels vous aviez pensé initialement quand vous avez lu l'énoncé. Donc c'est vraiment dommage, il faut vraiment passer du temps sur les énoncés initialement pour commencer à faire un listing de tous les mots-clés que vous allez devoir caser. Après la surveillance, il faut qu'apparaissent tolérance et efficacité clinique, biologique et radiologique. Voilà, les recommandations, je vous ai mis les recommandations de l'APSAPS pour la transfusion. La dernière recommandation professionnelle pour la fibrillation auriculaire qui est sortie en 2007. Donc sait-on jamais, ça pourrait tomber. Et la conférence de consensus sur les soins palliatifs de 2004. Bon, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était très transversal, on a vu beaucoup de choses. La gériatrie, encore une fois, je le répète, est une spécialité fabuleuse où vous verrez beaucoup de choses, où vous apprendrez beaucoup. Je pense que les cas cliniques qu'on vous fait en gériatrie sont vraiment esprit nouvel internat et que il y a beaucoup de choses à en sortir. Maintenant, je vais vous souhaiter bon courage, travaillez bien et réussissez bien.